Première question pour vous, Catherine Procaccia, puisqu'on voit ces votes, c'est à l'Assemblée nationale, mais ça va concerner le Sénat dans quelques temps, à la fois sur la loi Elan dans le cadre de l'accessibilité pour les logements neufs pour les personnes handicapées. Il y a eu aussi le recul sur le glyphosate. Quelle lecture faites-vous de ces votes? Est-ce que ce sont les lobbies qui sont à l'œuvre? Pas forcément. D'abord, les lobbies, il y en a plusieurs, et vous avez toujours un lobby qui est pour et un lobby qui est contre. Si dans un secteur ou dans un domaine il y en avait qu'un seul, ça pourrait poser problème. Mais quel que soit le texte qu'on étudie, on a forcément des gens qui connaissent le dossier, parce que nous, sénateurs, en tout cas moi je parle en mon nom, je ne suis pas compétente dans tous les dossiers et sur tous les sujets, et on vient vous attirer votre attention sur quelque chose. S'agissant du glyphosate, il me semble, mais je n'ai pas étudié encore le texte, que l'amendement glyphosate ne rentrait pas vraiment dans le corps du texte qui règle les relations entre les agriculteurs et les distributeurs. C'est ce qu'on appellerait un cavalier. Donc il n'est pas lieu d'être dans ce texte. Sauf extension, ne me choque pas, d'autant que dans les projets de M. Macron, me semble-t-il, qu'il veut épurer énormément de choses. Quand on parle des handicapés et de l'accès aux handicapés, alors là, on n'a besoin de aucun groupe de pression, parce que les élus ont été des élus locaux et savent combien les normes peuvent poser de problèmes, et poser des problèmes qui vont même à l'encontre de l'intention originale, à partir du moment où, par exemple, tout le monde le sait, dans ces habitations, il fallait faire donc les des salles de bain. Donc les lobbies ne sont pas forcément à l'œuvre, ça peut venir aussi de l'expérience des élus locaux. C'est intéressant ce que vous dites, Catherine Procaccia, quand vous dites que vous n'êtes pas experte dans tous les domaines, que vous avez besoin parfois de conseils extérieurs. Rémi Féraud, vous avez été élu en septembre sénateur. Est-ce que vous êtes approché par des groupes de pression? Comment travaillez-vous? Comment ça se passe? Oui, nous le sommes régulièrement, et notamment par des courriers, des appels. Je pense quand même qu'il faut aussi remettre l'enjeu dans son contexte, et que le Parlement, je parle là notamment de l'Assemblée nationale, me paraît être un des éléments du puzzle, mais que si ce lobbying en fait est très fort au niveau gouvernemental, au niveau de la machine de l'État lui-même, et des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui sont extrêmement disciplinés. Je dois dire aussi, et c'est là où je ne partage pas tout à fait ce que c'est ma collègue, c'est que ça me pose la question aussi de la sincérité de la parole politique. Je pense à l'exemple du glyphosate. Si on ne peut pas, en campagne électorale, s'extraire totalement des lobbies et faire de grandes promesses aux citoyens, et ensuite passer sous les fourches caudines en effet, d'arguments qui sont ceux d'un lobby agricole, en l'occurrence, avec des arguments qui sont tout à fait recevables, éventuellement. Mais dans ce cas-là, il ne fallait pas faire cette promesse électorale telle qu'elle a été faite. C'est l'ensemble en fait de notre démocratie que ça questionne, et pas seulement le Parlement, qui peut parfois simplement être un peu une illusion, le lobbying étant très efficace au niveau gouvernemental lui-même. Est-ce qu'il y a une réelle influence, Aristide Luneau, justement, des groupes de pression, à la fois au niveau gouvernemental et parlementaire, selon vous? Plusieurs choses. Je crois que c'est toujours très intéressant d'entendre des discussions sur le lobbying. Je crois qu'on a toujours tendance à taxer de lobbying les décisions qu'on ne comprend pas ou qu'on n'accepte pas, ou celles qu'on a perdues. Donc on entend beaucoup les uns et les autres pointer du doigt les lobbies, comme si c'était quelque chose de très négatif pour la démocratie. Moi, je crois exactement l'inverse, et probablement qu'on aura avec M. Alt une discussion là-dessus. Moi, je crois que le lobbying est utile pour la démocratie, parce que les lobbyistes sont là pour apporter de l'information, ils sont là pour éclairer les décisions des décideurs qui, souvent, n'ont pas toutes les cartes en main, ne connaissent pas tous les enjeux techniques, scientifiques, économiques, sociaux, environnementaux des décisions qu'ils prennent, et pour lesquelles ils ont besoin d'informations. Moi, mon métier en tant que lobbyiste, c'est d'apporter de l'information aux élus. C'est d'apporter des arguments, des données, des chiffres. Vous le faites en toute transparence, parce que c'est ça aussi qui pose problème, Aristide. Alors, je le fais en toute transparence, c'est-à-dire que notamment, enfin, il est très clair, il a toujours été très clair, d'un point de vue professionnel, que je m'exprimais toujours au nom de mes clients, je n'ai jamais caché pour qui je travaillais.
Je l'ai fait d'autant plus volontairement qu'on s'est inscrit sur le registre volontaire de l'Assemblée nationale et du Sénat avant même que le registre devienne obligatoire dans le cadre de la loi Sapin 2. On a fait nos déclarations. Enfin, évidemment, tout ça est très transparent. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et encore, je reviens dessus. Pour moi, l'enjeu qui se porte aujourd'hui sur les conséquences de la loi Sapin ou sur les débats sur le lobbying, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de lobbying, pour que les différents acteurs, les uns et les autres, de tous les bords, que ce soit des associations, des entreprises, des ONG, puissent s'exprimer tous de la même manière et qu'il y ait une égalité d'accès aux décideurs publics pour que les décideurs publics puissent avoir une décision plus éclairée, plus consensuelle. C'est vrai que normalement, depuis la loi Sapin 2, le travail des lobbies est particulièrement encadré. D'abord, je voudrais dire que le problème, ce n'est pas que des représentants d'intérêt approchent des parlementaires. Nous-mêmes, nous approchons des parlementaires dans le cadre du plaidoyer. Le problème, c'est l'opacité. Quand je vois à l'Assemblée nationale 60 parlementaires de groupes différents qui défendent le même amendement à la virgule près, je me dis, il y a un problème. Alors effectivement, depuis Sapin 2, on a un catalogue des lobbyistes et quelques indications sur leurs revenus. Mais on n'a pas la possibilité de savoir qui influence qui. La traçabilité qui était soutenue par les associations et soutenue même par M. Nadal dans son rapport sur renouer la confiance publique, cette traçabilité qui permet de savoir qui influence qui, on n'en a pas voulu. Et c'est là le vrai sujet. C'est là le vrai sujet. Oui. Mais par exemple, si on prend le cas de la réforme ferroviaire, il y a des amendements clés en main de la part de certains syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT. Ça vous pose problème, Eric Alt, peut-être ? Non, dès lors qu'on sait qui défend l'amendement, on sait qui le porte. Sans doute, alors nous rédigeons peu souvent des amendements, mais si quelqu'un porte un amendement anticorps, on sait, parce que sur notre site, nous avons les amendements que nous soutenons, les positions qui sont les nôtres. Donc là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est, par exemple, ces 60 parlementaires, on ne sait pas qui a écrit, mais on sait que ce n'est pas eux, compte tenu du fait que c'est à la virgule près le même. Par exemple, sur cette question des amendements clés en main, est-ce qu'on est dans le fantasme ou est-ce que c'est vraiment le cas ? On n'est pas dans le fantasme. On est dans un débat qu'on a déjà eu, qu'on a depuis des années, celui des amendements. Moi, je voudrais juste rétablir quelque chose, il faut revenir aux faits, en fait. Un amendement, ça n'est que la traduction législative d'un argument. Donc à partir du moment où on a convaincu un parlementaire que le taux, par exemple, d'une taxe devait passer de 10 à 5 ou de 8 à 12, on écrit un amendement, à l'article 4, il est prévu à l'alinéa 2 de remplacer le mot 10 par le mot 5. Enfin, voilà, c'est pas plus loin que ça. Et donc, c'est pas très compliqué. Et le parlementaire ou l'élu, c'est lui qui décide. C'est lui qui est en position de choisir. Et les différents lobbies viennent probablement chacun présenter leurs arguments et celui ou celle des lobbies qui aura convaincu le parlementaire sera naturellement amené à lui écrire un amendement, parce que c'est souvent le parlementaire qui est à l'origine de la demande, qu'on lui écrive un argument. On sait que ça a causé justement la colère de votre collègue député des Deux-Sèvres, Delphine Batho. Je vous propose de l'écouter, c'était pendant la loi justement alimentation. Dans mon travail de députée, comme dans les fonctions gouvernementales, je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Je n'imaginais pas que, dans une nouvelle étape ultime de leur influence sur la décision publique, ils auraient désormais accès aux informations de la base de données des amendements déposés par les députés, avant même que ceux-ci ne soient traités par les services de l'Assemblée nationale. Comment l'UIPP peut-elle avoir connaissance d'un amendement interdisant le glyphosate dès le stade où une députée le rédige et le dépose? C'est désormais la crédibilité même du Parlement qui est en cause. Je m'adresse à chacun de vous en espérant un sursaut de la démocratie pour que ces méthodes soient unanimement dénoncées, refusées, sanctionnées. Rémi Féraud, ça serait possible au Sénat, ce qui vient de se passer? On voit qu'elle cible clairement l'Union des industries pétrolières dans la rédaction de ces amendements contre justement l'interdiction du glyphosate. Je ne sais pas, j'espère que non, et je ne crois pas qu'il y ait d'exemples de sénateurs qui aient eu à se plaindre de cela. On est dans un cas très particulier. En tout cas,
Je pense que le mot de traçabilité qui a été employé tout à l'heure est vraiment très important pour qu'on sache justement d'où viennent les arguments qui sont aussi utilisés par les parlementaires. Vous seriez prêt, par exemple, vous, sur vos amendements, à écrire qu'ils ont été soutenus, ces amendements, par telle ou telle ONG, par exemple, de défense de l'environnement, ça peut être tout à fait. Sur ces questions-là, sur ces enjeux de transparence, nous sommes en train de progresser. Parce qu'il ne s'agit pas que les parlementaires ne soutiennent plus rien. Mais il faut aussi, d'ailleurs, quand ils sont éclairés par un lobby, qu'ils puissent être éclairés aussi par un autre qui ne se situe pas forcément sur le même... Et pour ça, il nous faut aussi du temps. Ça devrait compter d'ailleurs dans les discussions sur la réforme du Parlement. Si nous voulons pouvoir rencontrer les différents acteurs d'un dossier et pas seulement reprendre un amendement clé en main sans avoir eu vraiment la possibilité de nous pencher sur le sujet, il faut aussi qu'on réfléchisse à cela dans la réforme du travail parlementaire. Alors, excusez-moi, mais par rapport au Sénat, moi je dépose des amendements et souvent des amendements personnels, quelquefois des amendements qu'on m'a envoyés, mais sur lesquels je suis convaincu. Je les dépose directement en ligne. Ils sont en ligne. À partir du moment où ils sont en ligne, ils sont consultables par tout le monde. Donc je ne sais pas comment ça se passe à l'Assemblée nationale, mais moi, du jour où je l'ai déposé, dans le quart d'heure, 20 minutes, tout le monde peut connaître qui va sur le site. On comprend aussi le rôle des attachés parlementaires, des collaborateurs qui peuvent être approchés. Enfin, moi, je dépose moi-même mes amendements ou mes collaborateurs peuvent les déposer, mais il n'y a pas de problème de délai de dire qu'on dépose un amendement. Moi, j'ai déposé plein d'amendements contre Canal+, qui effectivement, Canal+, réagissait le lendemain immédiatement, mais j'ai jamais dit que qui que ce soit avait été les signaler. Ils font bien leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont une veille législative et ils regardent ce qui se passe. Quant à la traçabilité, moi j'ai cru un moment que pendant la réforme, on allait pouvoir dire cet amendement, il provient des assureurs, il provient de ci ou de ça. Moi ça ne me choquerait pas. Comme je l'ai dit, on n'est absolument pas compétent sur tous les secteurs et comme vous l'avez bien dit, la solution, quand on veut modifier une loi... plus de transparence, de signaler quand les amendements sont rédigés clé en main pour éviter justement que les lobbies aient toujours le mauvais rôle. C'est ce que vous nous disiez au début de cette émission. Mais encore une fois, les lobbies n'ont pas de pouvoir, c'est les élus qui ont du pouvoir. Enfin, je veux dire, la démocratie fait que ce sont les élus qui sont mandatés par le peuple pour choisir. Pour gouverner. Gouverner, c'est choisir. Donc c'est prendre entre les différentes options qui se présentent, d'en préférer certaines par rapport à d'autres. Et si les électeurs ne sont pas contents, aux élections suivantes, ils changent de décideur. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Il ne faut pas croire que derrière, les lobbies ont un pouvoir. Les lobbies sont aujourd'hui plus visibles qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans, mais ils ne sont pas plus puissants. Ils sont simplement aujourd'hui organisés pour apporter de l'information aux décideurs. Ensuite, s'il faut que sur cette question des amendements, qu'on en vienne effectivement à les tracer, moi, simplement, pour un exemple d'amendements identiques déposés à la virgule près, etc., combien de milliers d'amendements ne le sont pas? La plupart des amendements que je fais parvenir à des parlementaires sont tous retravaillés, il y a des compromis qui sont faits avec d'autres choses, il y a d'autres idées qui viennent. Comment est-ce qu'on fait pour tracer cela? Enfin, je veux dire, c'est comme des arguments, enfin, je veux dire, on discute et puis on s'enrichit des discussions les uns des autres, et puis ensuite les choses se cristallisent. Réagir, les lobbies n'ont pas de pouvoir, nous dire ici de l'Union. Heureusement. De la poule et de l'œuf. Je veux dire, il y a une captation, dans certains cas, de la démocratie, une captation de la décision publique, soit de la décision parlementaire, législative, soit même de la décision réglementaire. Moi, j'entendais sur France Inter samedi dernier un lobbyiste qui disait « J'assume que je suis un mercenaire ». Avec honnêteté ou cynisme, je suis un mercenaire, et il disait j'ai fait basculer un vote. Certes, il y avait 500 000 personnes qui avaient signé une pétition, mais moi j'ai fait basculer le vote. Ça c'est pas la vraie démocratie. Qui nous représente? Sommes-nous vraiment représentés quand ces amendements très contestés sur les glyphosates sont examiné à 2h du matin. Non, mais si c'était un cavalier, ça aurait été dit comme ça. Le problème, ce n'était pas celui du cavalier. Le problème, c'est qu'on ne voulait pas de cet amendement dans le texte. C'est un autre sujet. Je pense que si on n'en voulait pas, c'est que de puissants arguments s'étaient fait connaître avant. Moi, quand j'entends... Enfin, je suis désolé, je suis globalement d'accord avec beaucoup des propositions que fait Anticor. Je trouve que le combat que vous menez est tout à fait juste. Mais quand j'entends dire ça, ou quand j'entends par exemple Yannick Jadot qui traite
traite Stéphane Travert de prince des lobbies tout simplement parce qu'il ne comprend pas la décision sur le glyphosate. Encore une fois, moi je ne travaille pas sur le dossier, j'en ai aucune idée, mais simplement j'ai l'impression qu'il y a quand même des enjeux qui sont sociaux, économiques, environnementaux, d'emploi, agricoles, qui sont complexes et européens. Et sur lesquels on ne peut pas... Et c'est facile, si vous voulez, d'attaquer les lobbies, de les pointer du doigt comme s'ils étaient les coupables de tout, alors que simplement, il y a des dossiers qui sont plus complexes. Moi je crois qu'on traite de lobby, de lobbying, des décisions qu'on ne comprend pas ou pour lesquelles on a des arguments qui ne sont pas au niveau. Sur ce cas précis, même Nicolas Hulot s'était dit menaçant. Ont voté contre leur propre amendement sur le sujet. Là, je me pose quand même aussi des questions. Vous parlez des lobbies, mais moi je dis c'est la responsabilité. Nous sommes les parlementaires quand même. On dépose un amendement. Personne ne nous force à déposer un amendement. Je n'ai jamais déposé un amendement parce que je ne le sentais pas et je ne voterai pas un amendement que je ne sens pas. Donc quand vous dites qu'il y a des députés qui ont déposé quelque chose et qui ont voté contraire, ben c'est sur ces députés qu'il faut s'interroger, pas sur le lobby, parce que le rôle du député c'est quand même ou du parlementaire, c'est quand même d'avoir des convictions et de défendre ses convictions. Moi, on ne me fera jamais voter sur un amendement que j'ai déposé, on ne me fera pas voter contre, ou alors il faudra qu'on m'ait expliqué en quoi, et ça arrive dans la rédaction, je vais aboutir à l'inverse de ce que je voulais, et ça arrive aussi parce que le processus législatif, il est un petit peu différent. Vous sentez totalement libre, indépendant dans vos votes ? Oui, dans le cadre d'un groupe politique auquel on appartient librement. Mais je pense que cette affaire du glyphosate renvoie à ce que je disais au début. Si des députés En Marche ont voté contre un amendement qu'ils avaient eux-mêmes déposé, c'est qu'ils ont eu des pressions fortes du gouvernement. Donc c'est bien à ce niveau-là d'ailleurs que le lobbying existe aussi de manière très forte et qu'il faut renforcer la transparence, la traçabilité, puis une forme de responsabilité politique. Il y a d'ailleurs aujourd'hui... Mais pourquoi on n'y arrive pas, Rémi Féraud, puisqu'on parlait des lois Sapin 2, il y a eu aussi la loi pour la moralisation de la vie publique qui a été votée. Il y a des choses qui se font et on a l'impression qu'on en est toujours aussi, à ce débat sur la loi sur le secret. Il y a aussi la loi sur le secret des affaires qui n'est pas encore adoptée définitivement par le Parlement, mais qui va dans un sens très inquiétant, un sens inverse d'ailleurs, tout à fait votre opinion. Qui doit d'ailleurs inquiéter les citoyens. Parce que nous sommes, je pense, soumis à des mouvements un peu contraires, des influences qui sont contraires, et que nous sommes face à un pouvoir aujourd'hui qui est particulièrement sensible à l'influence d'un certain nombre de lobbies économiques et industriels, à l'évidence. On parlait du glyphosate, et il y a aussi cet exemple pour l'accessibilité des bâtiments, Éric Alt, pour les personnes handicapées. Et quand on nous dit nous sommes liés par l'Europe, effectivement, pour cette directive secret des affaires, on pouvait dire on est liés par l'Europe. Mais en réalité, d'abord, l'Europe est encore beaucoup plus que la France, le territoire des lobbies. Et ensuite, quand on transpose une directive, on a une certaine marge de manœuvre. On n'est pas tenu d'une transposition servile. Et c'est pourtant le choix qui a été fait, alors que 500 000 signatures sur le web, toutes les sociétés de journalistes, les associations anticorruption et bien d'autres avaient tiré la sonnette d'alarme. Mais là, rien. Quasiment rien. L'opposition traditionnelle. Vous parlez de l'Europe, Aristide Luneau, c'est vrai qu'au niveau européen, il y a ce travail des groupes de pression, des lobbies, au niveau de la Commission. C'est beaucoup plus encadré. Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer qui se font au niveau de Bruxelles et pas en France ? Alors, c'est effectivement beaucoup plus encadré, mais c'est aussi parce que c'est beaucoup plus normalisé. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, la Commission comme le Parlement travaillent main dans la main avec les représentants d'intérêts, avec les différentes organisations professionnelles, et c'est un travail qui est de co-construction législative qui se fait depuis des décennies. Donc là-bas, c'est totalement normalisé d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'ils ont été, en termes de réglementation sur le lobbying, très en avance sur ce qu'a pu faire la France avec la loi Sapin 2, à tel point que, et c'est un point peut-être sur lequel il pourrait y avoir une amélioration un jour de la loi Sapin 2, c'est la question de la réciprocité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est obligatoire pour les lobbies de s'inscrire sur un registre, mais il n'est pas du tout. Mais les élus ne sont pas tenus de ne recevoir uniquement ceux qui sont inscrits sur ce registre. Donc la responsabilité, là aussi, ne porte que d'un côté et pas de l'autre. Peut-être que là-dessus, la France pourrait s'inspirer de l'exemple bruxellois. Catherine Procaccia, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'on peut renforcer, est-ce qu'il faut renforcer davantage justement les contrôles ? Est-ce qu'on le peut réellement ? Moi, je ne sens pas du tout le lobbying, comme vous le dites. Ça fait 12 ans que je suis parlementaire. Je reçois qui j'ai envie de recevoir. Quand je suis rapporteur d'un texte, c'est quand même
Le rôle le plus important, c'est pas celui du parlementaire lambda, mais du rapporteur. On reçoit tout le monde, on a des auditions tout le monde, et à partir de là, en fonction du pour et du contre, malgré les exemples récents qui font peut-être un peu on penser se le contraire. fait une opinion et on défend ce texte. Et en tant que parlementaire, en tout cas moi, le poids des lobbies, je ne l'ai jamais vraiment senti. Ceux qui font trop lobby et sur les sujets sur lesquels je ne m'applique pas, je ne les reçois pas. Et quand j'en reçois un, j'essaie de recevoir un lobby de sens inverse et de me faire une idée. Donc moi, je trouve que c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Le minimum pour renouer la confiance publique, le minimum, c'est la traçabilité. Et les amendements sont sur la table en ce domaine. Alors Elisabeth Borne, je vous le disais, a salué ce vote des sénateurs. Elle était au micro de Tam Trinh Nuit il y a quelques instants. Écoutez. Elisabeth Borne, bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Votre réaction tout d'abord à cette adoption par le Sénat de la réforme ferroviaire. Est-ce que pour vous, le match est plié? C'est déjà ce que titrent certains journaux. Écoutez, ce n'est pas un match. Moi, je porte une réforme dans l'intérêt des Français qui veulent un meilleur service public ferroviaire. Et donc, moi, je me réjouis que le Sénat ait pu adopter à une très large majorité le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, comme l'Assemblée nationale l'avait fait au mois d'avril. Je pense que ça montre que tout le pays, finalement, attend cette réforme qui sera bénéfique pour les Français avec un meilleur service public. Est-ce que pour vous, la grève doit s'arrêter? On voit déjà qu'il y a tout de même une scission de pensée entre les syndicats réformistes que sont la CFDT et l'UNSA et d'autre part la CGT, Sudrail, qui sont d'ailleurs encore devant le Sénat actuellement. Aujourd'hui, on a un texte de loi qui est enrichi par rapport à ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, qui sera présenté en commission mixte paritaire la semaine prochaine et donc qui sera prochainement... Lundi prochain, très exactement, au Sénat. Sera prochainement adopté définitivement. Par ailleurs, le gouvernement a pris des engagements sans précédent en faveur du transport ferroviaire, avec une reprise de dette de 35 milliards d'euros dans le quinquennat. Je pense que c'est sur les 54 milliards. Voilà, c'est un signal très fort de la confiance et de l'engagement du gouvernement en faveur du transport ferroviaire. Et puis le cadre est posé aussi pour la négociation de branche. Moi, je réunirai prochainement les partenaires sociaux. Donc tous ces éléments sont sur la table, témoignent de la confiance dans le transport ferroviaire et aussi de l'attente des Français sur un meilleur service ferroviaire. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. Alors la discussion au Sénat, elle a été fructueuse. Paradoxalement, la droite sénatoriale est aussi venue adoucir le texte sur le volet social. Et que répondez-vous à ce qu'a pu dire tout à l'heure la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi? Les masques tombent, la droite et le gouvernement sont au diapason, a-t-elle dit. Écoutez, je pense que le Sénat, comme le gouvernement, nous avons souhaité apporter des garanties aux cheminots sur les modalités de transfert. Moi, je mesure bien que c'est beaucoup de changements pour les cheminots et le gouvernement depuis le départ, mais aussi le Sénat a voulu apporter des garanties aux cheminots. C'est ce que nous avons fait dans une co-construction entre le gouvernement et le Sénat. Et j'espère que ces éléments sont de nature à rassurer les cheminots. Plusieurs amendements du Sénat concernent aussi l'aménagement du territoire. Certains ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. Est-ce que c'est là-dessus qu'il va réellement y avoir du débat et peut-être des oppositions en commission mixte paritaire? Écoutez, moi je peux vous dire qu'on partage la même vision sur la nécessité d'avoir un transport ferroviaire au service de tous nos territoires, d'avoir un modèle de TGV accessible à tous qui dessert les villes au-delà des seules lignes à grande vitesse. Donc sur le principe, on est tout à fait en phase avec ce qui a pu être discuté, débattu et adopté maintenant par le Sénat. Donc ensuite, on pourra voir de façon plus précise en CMP. Mais l'aménagement du territoire, moi je peux vous assurer que le gouvernement le porte aussi. Une toute dernière question peut-être un peu plus personnelle. C'est une réforme très importante pour le gouvernement. Elle avait plutôt mal commencé, les discussions ont été difficiles. Est-ce que vous éprouvez du soulagement quand vous voyez comment finalement cela a l'air de se terminer? Écoutez, moi, c'est une grande fierté de porter une réforme dont je suis convaincue qu'elle se fait dans l'intérêt des Français, des 4 millions de Français qui prennent le train chaque jour, mais aussi dans l'intérêt de la SNCF et des cheminots. Donc c'est une grande fierté à titre personnel. Merci beaucoup Elisabeth Borne d'avoir répondu à mes questions.
Première question pour vous, Frédéric Marchand. Comment réagissez-vous à ce vote? Il était attendu par le Sénat de la réforme ferroviaire. Ça sent un peu la sortie de crise, selon vous? C'est vrai, vous l'avez dit, le Sénat était attendu et le Sénat était au rendez-vous. La ministre l'a dit, un travail de co-construction. Et moi, pour paraphraser une célèbre formule, j'ai envie de dire finalement un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour le service public ferroviaire dans notre pays, avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je pense que le vote d'aujourd'hui fera date pour la suite. Olivier Jacquin, le groupe socialiste a finalement voté contre. On sait qu'il y a eu un débat ce matin en groupe entre ceux qui voulaient s'abstenir sur cette réforme. C'est un vote contre, un vote de vigilance, avez-vous dit dans l'hémicycle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, nous sommes favorables à une réforme, mais pas engagée comme elle l'est là. Rappelons que s'il y a des progrès enregistrés au Sénat, c'est grâce à la pression des cheminots, c'est grâce à la pression du Parlement pour sortir de ce qui était des ordonnances, des propos très durs du Premier ministre envers les cheminots, qui ne méritaient pas ça, ils sont sortis dans la rue, ils y sont toujours. Ce que j'observe, c'est un lien nouveau entre le groupe Les Républicains et le groupe En Marche, qui atteste clairement que M. Macron n'est ni de gauche ni de gauche. C'est pour ça que vous avez voté contre. Il y a aussi un positionnement politique du groupe socialiste? Mais c'est un positionnement de fond sur la méthode d'ordonnance. Nous continuons sur un régime d'ordonnance. Plein de choses sont incertaines. On va vers une CMP sans aucun doute conclusive avec cette alliance nouvelle entre En Marche et les Républicains. On va dire, je pensais qu'il y a des points de désaccord avec les députés. Nous avons peur de régression, notamment dans le champ social. Et pareil, il ne faut pas donner toutes les clés au gouvernement, puisqu'il y a une réunion tripartite qui est annoncée après la CMP entre les syndicats, l'UTP, qui est donc le patronat ferroviaire, et le gouvernement. Et cette vigilance, à ce moment précis, elle nous semble indispensable. Elle est ultra majoritaire chez nous. Alors, Jean-François Longeau, le groupe centriste, a soutenu cette réforme. Il y a eu aussi le travail fait par Hervé Maurey, le président de la Commission d'aménagement du territoire. Il y avait eu des propositions de loi déjà adoptées en ce sens à l'unanimité au Sénat, on s'en souvient. Oui, ça avait été adopté le 28 mars, date à laquelle j'étais le rapporteur de la proposition de loi Maurey-Nègre. Moi, pour rebondir sur les propos de M. Jacquin, moi je me réjouis vraiment, parce qu'à un certain moment, il faut que l'on ait bien entendu nos convictions politiques. Mais sur des sujets aussi importants que celui-là, il faut vraiment qu'on puisse se rassembler. Et c'est ce qui nous a permis, à un moment donné, de trouver un certain nombre de sujets qui nous permettent effectivement d'aller de l'avant. Et je veux dire, sur le côté social, sur le côté des petites lignes, on en reparlera. Mais je crois que c'était un vrai effort. Alors effectivement, on peut toujours dire oui, mais on aurait préféré plus ça que ça, que ça, que ça. Mais je crois qu'on a sauvé effectivement l'essentiel. On a préparé cette ouverture. Parce que je rappellerai quand même que si on n'avait pas préparé cette ouverture, je pense que malheureusement, dans quelques années, la SNCF aurait beaucoup souffert, et les usagers aussi, et l'ensemble de la population. On va continuer les réactions au Sénat, si vous voulez bien, avec Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences. Tam, à vos côtés, le sénateur qui appartient au groupe communiste, sénateur de l'Isère, Guillaume Gontard. Oui, Guillaume Gontard, le groupe CRCE a été le seul à s'opposer au principe de l'ouverture à la concurrence de façon claire, constante, tout au long de l'examen de la réforme ferroviaire au Sénat. Qu'est-ce qui continue de vous inquiéter dans ce texte ? Je dirais toujours la même chose, hein, même si là le texte a été adopté au Sénat. C'est vrai qu'on s'est opposé avec force à la fois à cette ouverture à la concurrence, parce qu'on nous a parlé de cette ouverture à la concurrence comme la potion magique qui allait tout régler. Je suis loin d'en être sûr. En tout cas, si on est un petit peu pragmatique et qu'on regarde autour de nous, qu'on regarde dans les autres pays, à aucun endroit cela a fonctionné. Donc c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions. On brandit beaucoup dans l'hémicycle, notamment le gouvernement, l'exemple de l'Allemagne sur ce sujet. Oui, mais même l'Allemagne, même si on regarde l'Allemagne, qui effectivement a fait une ouverture à la concurrence, mais qui a réussi à bien bloquer, puisque la Deutsche Bahn est quasi le monopole, mais surtout a très largement investi sur son réseau et a investi avant cette ouverture. Donc c'est vrai qu'il faut regarder effectivement l'Allemagne. Par contre, si on regarde aussi l'Allemagne, on voit qu'il y a eu une suppression de nombreuses lignes intérieures. Et donc c'est un des vrais risques, enfin moi, de la vraie crainte que j'ai maintenant, et sur les territoires. Et c'est vrai que les élus qui ont pu, qui se satisfont de ce texte, moi je leur donne un petit peu rendez-vous sur les territoires. C'est un sujet sur lequel le Sénat a tenté d'agir. Il y a eu plusieurs amendements qui ont été adoptés pour renforcer les garanties, oui, pour justement parce bien que je pense que justement du territoire.
justement, la plupart de ces élus ont bien vu qu'il y avait un problème, que cette ouverture à la concurrence, on a l'exemple de la téléphonie, allait poser des problèmes et que c'est pas au privé de régler le problème sur les territoires et le problème du service public, et que c'est bien à l'État, et que là on a bien un manque, et que sur les territoires, je pense qu'on risque d'avoir un certain nombre de fermetures de lignes. Si les régions ne peuvent pas investir durablement et n'ont pas les moyens d'investir, c'est ce qui risque de se passer. Donc c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses dans ce texte et qu'on attend encore beaucoup de réponses du gouvernement. Un autre sujet qui a continué de vous inquiéter, c'est la question de la privatisation. Certains jugent que là-dessus, vous jouez à vous faire peur et qu'il y a toutes les garanties dans les textes, avec notamment, bien sûr, l'incessibilité qui a été inscrite dans le texte au Sénat. La même chose, je ne pense pas qu'on ait joué à se faire peur. Je pense qu'il y a quand même quelques précédents qui montrent que la privatisation, après un passage en SA, ça arrive. On a eu des EDF, société anonyme, qui est passé et puis qui du coup, petit à petit, est devenue une société privée. Et surtout, c'est qu'on n'a toujours eu aucune réponse de la part de la ministre sur les raisons de ce passage en SA. Il n'y avait absolument pas besoin pour cette ouverture à la concurrence. On n'a toujours pas de réponse, donc on peut se poser quand même des questions de ces raisons, puisque même le président de l'ARAFER nous a dit que c'était pas forcément la meilleure solution de passer en SA. Donc c'est vrai qu'on écoute ce qui se dit autour, et c'est pas franchement rassurant, et que je pense qu'on a raison de se poser quelques questions. Une toute dernière question, peut-être un peu plus anecdotique, mais c'est ce qui s'est passé dans l'hémicycle tout à l'heure. Ce coup de gueule qui a été poussé par Claude Malhuret, le président du groupe des Indépendants au Sénat, par rapport au happening que vous aviez fait lors de la séance. Vous aviez vous aviez eu des pancartes dans l'hémicycle, vous aviez des gilets de cheminots. Lui a dit bientôt on va arriver en maillot de bain dans l'hémicycle. Oui. J'ai l'impression que ça l'a choqué. Moi, son intervention m'a plus choqué, parce que je trouve que oui, il a été irrespectueux. Nous, on n'a à aucun moment été irrespectueux envers l'Assemblée, envers nos collègues du Sénat, où on a eu un débat riche, intense. On a dit ce qu'on avait à dire, mais je pense qu'on a montré, oui, qu'on était solidaire avec les cheminots, et moi j'en suis fier. Par contre, je pense que son attitude tout à l'heure, j'ai même pas envie de la commenter. Bien, merci beaucoup Guillaume Gontard d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et Claude Malhuret sera d'ailleurs à votre micro dans un instant. Les yeux sont maintenant désormais tournés vers les syndicats. Que vont-ils faire? On a entendu Gérard Cornu dire il faut parfois, rappelant cette phrase de Maurice Thorez, savoir terminer une grève. Alors Monique Dabat, vous êtes déléguée syndicale Sudrail. Est-ce que ce vote du Sénat va permettre justement de mettre un terme à ce conflit? Absolument pas. Alors vraiment, pourquoi? Absolument pas. Parce que les raisons de la grève restent entières. C'est si on a décidé de se mettre en grève contre le pacte ferroviaire, c'est parce que c'était une attaque frontale contre nos conditions de travail, contre nos conditions de vie, contre nos conditions de salaire. Absolument rien n'a été modifié dans le texte à ce sujet. Aucune garantie sociale, même après les modifications du Sénat? Les modifications, sur le plan social, les seules choses qui ont été mises en avant, c'est le volontariat. Mais déjà, c'était inscrit dans le rapport Spinetta, donc c'est absolument rien de nouveau. Et puis, quel patron aurait envie de prendre prioritairement dans une société ceux qui n'ont pas envie de venir? Évidemment que c'est les volontaires qui iront en premier. Mais le problème, c'est le caractère incessible qui a été inscrit dans la loi. Ce n'était pas prévu au début. Là, c'était un garde-fou contre tout risque de privatisation. Là aussi, ça ne... Non, parce que contre tout risque de privatisation, mais là, le problème, c'est même pas la privatisation de la SNCF, c'est qu'elle est donnée par petits bouts à des entreprises privées, c'est par petits bouts. Donc peut-être qu'elle ne sera pas privatisée à la fin, mais peut-être que la fin, ça sera plus que la direction générale de la SNCF qui sera nationalisée. Et puis il n'y aura que des petits bouts privatisés tout autour. Donc pour l'instant, le mot d'ordre, c'est vous continuez la grève jusqu'au 12 juin, ça a été rappelé. Jusqu'au 12 juin, c'est vous qui donnez la date. Moi, pour nous, il y a pas de date. C'est la journée sans cheminot, le 12 juin. Mais c'est pas une date de fin. En tout cas, c'est la prochaine étape. Fanny Arav, quelle est la position de l'UNSA après ce vote du Sénat? Est-ce que vous, au contraire, vous saluez les avancées qui ont pu être votées par la Haute Assemblée? Alors, il y a deux registres. Il y a le registre législatif, où effectivement, par rapport au texte initial, il y a eu de véritables avancées et on sait en tenir compte. Ensuite, il y a quand même un problème de fond, qui est l'esprit de la loi, l'esprit de ce texte et l'esprit de la réforme ferroviaire. Où là, par contre, c'est vrai que nous avons de grandes interrogations sur le pourquoi de la fin du statut,
à part le trophée de chasse dont on parle autant, il n'y a absolument aucun intérêt économique. Il y a l'ouverture de la concurrence qui est avancée comme étant la solution miracle. Nous, on aimerait qu'il y ait des véritables études d'impact, qu'il y ait quand même une réflexion peut-être un peu plus fine qui soit avancée pour voir là, elle peut être peut-être intéressante, je ne sais pas, je doute un peu, mais pourquoi pas, mais qu'on ait quand même une vision un peu objectivée et rationnelle sur ce sujet. Donc, on a la transformation d'entreprise en SA, qui est même, à mon sens, un non-sens économique, notamment pour réseau. Donc, sur ce sujet, effectivement, du sens donné, nous sommes toujours quand même dans un état un petit peu d'expectative, de non-compréhension. On ne voit pas comment cette réforme va améliorer véritablement le ferroviaire, parce que l'idée quand même qui est avancée, c'est d'avoir un ferroviaire qui marche mieux pour tout le monde. Et là, cette réforme-là n'avance aucune solution véritable à ce sujet-là. Donc, il y a des avancées sur le terrain législatif par rapport à un texte initial, mais comment ça s'inscrit dans un schéma un peu plus général, nous avons des interrogations. Donc nous attendons effectivement de voir le texte final suite à la CMP, la commission mixte paritaire. Nous attendons, nous attendons aussi également beaucoup de voir comment va se passer donc la table ronde tripartite et de quel format, et est-ce que c'est quelque chose de conclusif ou est-ce qu'au contraire, on est dans une nouvelle dynamique, on poursuit vers une véritable négociation et voir comment va se poursuivre cette négociation à travers la convention collective. Alors, on va y venir si vous voulez bien, mais je parlais de Gérard Cornu, le rapporteur de ce texte. Il a appelé justement les syndicats à mettre un terme à la grève. On l'écoute. Je voudrais m'adresser aux syndicats et aux grévistes. Le groupe Les Républicains votera ce texte issu des travaux du Sénat. Et je n'ai pas de doute sur son approbation sénatoriale à une large majorité. Le Sénat a mis vraiment la réforme sur de bons rails. Pour toutes les avancées sociales validées par la ministre, j'ai la certitude que le texte ne sera pas dénaturé par la CMP. J'y veillerai personnellement. Et comme le disait Maurice Thorez, il faut savoir arrêter une grève. Le texte issu du Sénat vous en donne une véritable opportunité. Frédéric Marchand, vous aussi, vous demandez aux syndicats de terminer, d'arrêter ce conflit après le vote du Sénat ? Moi, je n'ai pas d'ordre à donner aux organisations syndicales. Je constate effectivement que suite à la discussion à l'Assemblée nationale, suite à la discussion au Sénat, il y a un certain nombre d'avancées sociales qui ont été apportées et qui vont dans le sens des discussions qui ont été menées avec les organisations syndicales réformistes et que, effectivement, je ne vais pas paraphraser à mon tour Maurice Thorez, mais je pense que, comme ça a été dit par beaucoup, les Français commencent à en avoir assez de cette situation qui est aussi un petit peu difficile et compliquée pour notre économie. Mais vous comprenez quand Fanny Arap dit on ne comprend pas le sens finalement général de cette réforme. Est-ce que vous comprenez sa position ? Je comprends que chacun soit dans son rôle. J'ai bien entendu ce que nous a dit Olivier Jacquin sur la position du groupe socialiste, mais moi j'ai fait un peu de mathématiques quand j'étais jeune et je constate que certains membres du groupe socialiste se sont abstenus sur ce vote. Donc ce qui veut dire que du côté du groupe socialiste, il n'y a pas forcément une unité de pensée sur cette réforme ferroviaire. Pour le reste, je comprends les interrogations, les inquiétudes du monde cheminot, mais le sens de cette réforme, fondamentalement, c'est que l'ouverture à la concurrence arrive et que n'allons pas répéter ce qui s'est passé avec le fret, où nous n'avons rien préparé, nous n'avons rien anticipé et ça a été une catastrophe. Le gouvernement a pris ses responsabilités, ça a été salué sans qu'il n'y ait aucune collusion politique. Je pense aussi qu'il faut arrêter avec les poncifs et les caricatures. Les Français en ont marre et les propos que j'ai entendus sont une illustration. Olivier Jacquin et Jean-François Longeau après. Mais non, je pense que les Français vont être un peu déçus. J'ai lu un sondage ce week-end qui dit que 58% des Français sont favorables à la réforme. Je crois qu'ils entendent par réforme la fin du statut des cheminots. On est bien dans le symbole. Le statut des cheminots doit être réformé. On n'arrive pas à recruter à SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Donc vous êtes d'accord pour réformer ce statut ? Si le statut était si génial que ça, il n'y aurait pas des difficultés comme ça. Donc il y a un vaste chantier qui est en cours. Le mythe du statut, c'est fini. Ils sont plus du tout dans les conditions imaginées
terminé. Et le symbole, c'est ça, c'est que derrière la réforme du rail, dont les Français vont être déçus, parce que le temps ferroviaire est très très long, et dans 4-5 ans, ils n'auront pas vu grand-chose de la réforme, on joue plus effectivement d'autres réformes sur le rapport des Français au travail, au service public. La future réforme des retraites est dans le viseur, et c'est une certaine relation au corps social. Notre réaction, elle est là, parce qu'il n'y a pas de projet industriel pour le ferroviaire. Les Français croient qu'au lendemain du vote, les trains vont mieux marcher. Non, on n'a pas parlé du fret, par exemple. Le fret, ça utilise les mêmes voies que les trains de voyageurs. On ne sait pas comment discriminer positivement le ferroviaire par rapport à la route et par rapport à l'avion. Est-ce que les trains vont mieux marcher après cette réforme? On sait qu'il y aura aussi après une loi sur la mobilité qui est attendue également. Mais moi, je crois que c'est à l'envers en plus. Moi, je crois que il aurait fallu la loi sur les mobilités avant. Je crois que si on met tout en œuvre pour que ça ne marche pas, effectivement, on pourra se targuer que ça ne fonctionne pas. Mais l'objectif, enfin, qui est le mien, qui est celui du groupe de l'Union centriste, c'est effectivement que ça marche. Et on a essayé de mettre tout en œuvre pour sauvegarder les petites lignes, pour l'aménagement du territoire, qui est l'ADN d'ailleurs du Sénat, c'est le territoire. On a essayé de mettre un certain nombre de choses en place. On a aussi avancé sur le statut social. Il y a un certain nombre de propositions. Je crois que maintenant, où on tourne le dos à cette loi, en se disant pourvu que ça marche pas, puis pour dire vous avez vu, ça marche pas, et donc on avait raison. Mais je crois que c'est pas ça. C'est pas ce qu'attendent les Français. On a quand même dans ce projet le gouvernement, ce qui ne s'était jamais vu auparavant, jamais. Et je ne suis pas En Marche, a quand même indiqué qu'il prendrait en charge les 35 milliards sur les 46 milliards de dette. C'est quand même quelque chose d'important et c'est un tournant. Alors je crois que maintenant, il faut que chacun fasse un petit effort, qu'on essaie d'avancer, parce que je crois, comme l'a dit M. Marchand tout à l'heure, on n'a pas préparé l'ouverture au fret. Et aujourd'hui, on dit que ça ne marche pas. Eh bien, on a préparé l'ouverture à la concurrence pour le ferroviaire, et je suis persuadé que ça va marcher, mais il faut de la volonté, et il faut du courage, et il faut aussi tout mettre en œuvre pour que tout fonctionne. Aucun apport du Sénat ne trouve grâce à vos yeux, si je résume? Absolument aucun. Et je voudrais revenir justement sur cette histoire de dette, parce que là, c'est vraiment se moquer du monde. Ça fait des années que Bercy sait qu'il sera obligé de reprendre la dette de réseau, et pas parce qu'il y avait une histoire de pacte ferroviaire en prévision ou pas. C'est complètement indépendant du pacte ferroviaire. C'est simplement parce que dès l'instant qu'une entreprise dépend à plus de 50% des financements de l'État, l'État doit reprendre la dette et doit être considéré comme une administration publique. En tous les cas, c'est à mettre au crédit du gouvernement actuel. Le précédent ne l'avait pas fait. Parce qu'on n'y était pas. Parce que c'est jusqu'à l'année dernière encore, ces réseaux se finançaient par ces péages à 52%. Donc il n'y avait aucune raison que ça se fasse. Cette année, ça risque de passer en dessous des 50%. Donc cette année ou au pire, l'année prochaine, c'était une obligation européenne. C'est une règle européenne. Personne n'invente rien là-dessus. C'est une règle. Et l'État avait l'obligation de reprendre cette dette. Sauf que là, on nous la présente comme un cadeau qui serait fait extraordinaire à la SNCF et aux cheminots. Et en échange de ça, il faudrait qu'on recule sur nos conditions de travail, de vie, de salaire, etc. Il faudrait qu'on soit éternellement reconnaissant, alors que cette dette, c'est pas la nôtre. Les cheminots n'en sont pas responsables. Des investissements qui vont être augmentés, des investissements prévus supplémentaires, justement. Mais les investissements, là, on le voit pourquoi ils les font, les investissements. Ils les font sur toutes les lignes qui veulent privatiser. C'est sur la ligne H en Ile-de-France. Il y a des travaux colossaux qui sont faits. Il y a des gares qui ont été refaites, des trains tout neufs qui ont été achetés. C'est dans plein de lignes, il est prévu de refaire des gares pour pouvoir les donner toutes belles, toutes neuves aux sociétés privées qui leur prendront. C'est pas des cadeaux pour les cheminots, ça. Et nous, on n'a absolument pas accepté de reculer sur quoi que ce soit sous ce prétexte-là. Est-ce que vous avez un regard un peu différent sur cette question de la reprise de la dette? C'était quand même un geste fort de la part du gouvernement. Un geste fort, mais qui était un petit peu obligé, outre la question effectivement des équilibres de 50%, il y a aussi la question du passage en SA, où j'ai parfois l'impression que c'est devenu un peu le bout de scotch qui colle à la semelle, quand même, ce passage en SA de SNCF Réseau. Donc, à partir du moment où on passait en SA, il y a forcément un équilibre en l'actif-passif, l'EBITDA et la dette, donc il y avait une obligation
de reprendre une partie de la dette. Là, c'est juridique, c'est financier, il n'y a pas d'autre nature de geste. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, aujourd'hui, c'est le différentiel de dette qui reste toujours dans les comptes, les impacts du passage en SA sur les taux d'intérêt, sur une multitude de contrats, sur de la génierie financière qui existe aujourd'hui, qui sont en train de se faire. Les études d'impact sont aujourd'hui en train de se faire. Donc, moi, je trouve ça très, très inquiétant. Donc, on a quand même des effets négatifs qui sont liés et une trajectoire financière. Vous parliez de 200 millions, mais il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, suite au rapport Rivier et suite. On indiquait que si on les maintenait le réseau, on était quand même plus proche des 4 milliards que ce qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir investissement complémentaire, c'est important. C'est effectivement important, c'est même primordial. Est-ce que ça sera suffisant pour remettre à niveau, ne serait-ce que la partie substantielle du réseau? C'est à voir. Et moi, 200 millions d'euros pour la maintenance. La rénovation, maintenance. Alors, au début, c'était juste la rénovation. Maintenant, ça va tout faire. Ça va également faire la signalisation, RTMS. C'est le paquet complet. Donc, est-ce que ça sera suffisant? J'ai quelques inquiétudes. Et le différentiel se fait en termes de productivité. Donc, productivité industrielle et productivité ressources humaines. Donc là aussi, je dis attention, parce qu'on ne peut pas tout demander à la productivité. Parce qu'à un moment, ce sont des hommes en moins. Des hommes en moins, ce sont des chantiers qui ne se font pas. Des chantiers qui ne se font pas, c'est des lignes qui ne sont plus circulées. Olivier Jacquin. Moi, je partage totalement ce que vous venez de dire, Fanny. On a légiféré au doigt mouillé sans avoir d'études d'impact sur les décisions que nous prenions. On y va au pifomètre sur des sommes absolument considérables. 35 milliards, ça impressionne. Quand on est au bistrot, on se dit « Waouh, 35 milliards !» Mais traduit dans un prochain contrat de performance, on ne sait pas ce que ça donne. Si, sous prétexte de désendettement, le gouvernement retire d'autres sommes parce que les mouvements financiers entre l'État et SNCF sont très nombreux. Aujourd'hui, on ne sait rien et je ne vois pas, moi, ce nouveau projet industriel qui va faire de nous la Suisse ferroviaire de demain. On n'a jamais parlé de ce modèle ferroviaire qui est extrêmement intéressant à l'heure des mobilités, mais la Suisse, comme le Japon, là, il y a 2 États stratèges qui voient loin, qui investissent beaucoup dans le réseau. Les sommes actuelles, même si elles sont impressionnantes, a priori, ne sont pas exceptionnelles, vu les coûts de remise en état du réseau et de développement qu'il y a devant nous. Frédéric Marchand, elle a été mal préparée, cette réforme? Je ne pense pas qu'elle ait été mal préparée. Alors j'entends effectivement celles et ceux qui poussent des cris d'orfraie, mais pour certains c'est une habitude. Non, elle n'a pas été préparée, bien au contraire. Comme ça, puisque effectivement on est dans un travail de co-construction. Je le dis, je le répète. Certains nous ont dit que le débat allait être confisqué par le biais des ordonnances. On a vu avec tout ce qui s'est passé au Sénat, et on a quand même passé quelques jours et quelques nuits au Sénat à échanger, avec tout le travail qui a été fait. 25 heures de débat en séance, plus sans parler on oublie surtout toutes les rencontres préalables qui se sont déroulées. Vraiment un travail de co-construction qui me fait dire que quand j'entends doigt mouillé, quand on va au bistrot, voilà, c'est une réforme qui mérite mieux quand même que certains lieux communs qu'on a pu entendre et qu'on continue d'entendre. Alors on le disait, cette réforme a été adoptée grâce aux voix des LR ici au Sénat. On va retourner dans l'hémicycle du Sénat. Nous attend Saveria Rojac pour faire un point justement sur ce vote qui a été au-delà des clivages traditionnels. Absolument Delphine, les sénateurs étaient très nombreux, il faut le dire, cet après-midi dans l'hémicycle pour se prononcer sur cette réforme ferroviaire dans une ambiance, il faut le souligner également, plutôt électrique. Un texte voté donc à une large majorité, on le sait. Républicains et centristes ont voté pour. Socialistes et surtout les communistes, bien sûr, ont voté contre. La majorité sénatoriale, elle a conduit un véritable travail de co-construction avec le gouvernement, une méthode et un résultat salué par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Je vous propose d'écouter sur cette question Hervé Maurey. Sur ce texte, comme toujours, le Sénat a prouvé son sens des responsabilités et de l'intérêt général. Il a eu à cœur non pas de faire de la politique politicienne, mais d'agir dans le seul souci de l'intérêt général. Le rôle joué par le Sénat dans cette réforme majeure a été démontré. Et notre rôle a également montré la nécessité d'un bicamérisme équilibré. À toutes celles et à tous ceux qui s'interrogent parfois sur le rôle du Sénat, que ce soit dans l'opinion publique ou parfois même au sein des instances gouvernementales, je crois que nous avons apporté une réponse claire et nette. Voilà donc pour ce travail effectué par les sénateurs, cette co-construction. Je vous parlais également d'une ambiance électrique. Je vous propose d'écouter à ce sujet Claude Malhuret. Claude Malhuret qui s'en est pris nommément au banc communiste en raillant la faiblesse de la mobilisation contre le texte. La stratégie des jusqu'au-boutistes de la grève est un échec. Absence de soutien populaire, fissure du front syndical, érosion du taux de grévistes, détermination du gouvernement
soutien du Parlement. 2018 ne sera pas 1995. Et la litanie de l'appel à la convergence des luttes ne fera pas plus advenir un nouveau mai 68 que la danse d'un sorcier vaudou n'amène la pluie. Voilà donc pour l'ambiance tout à l'heure dans l'hémicycle lors de ce vote. Et vous l'avez compris, bien sûr, des sénateurs très mobilisés sur cette réforme, Delphine. Merci à vous, Saveria. Comment vous réagissez, Monique Dabat, à ces propos de Claude Malhuret? 2018 ne sera pas 1995. C'est vrai qu'au début, on redoutait des blocages comme la France a pu en connaître en 95. Oui, c'est une facilité d'essayer de calquer les mouvements les uns sur les autres et puis après de savoir si c'est le même, pas le même. Enfin bon, ça pas Il n'y a pas eu de convergence des luttes, nous dit Claude Malhuret. C'est des luttes, non, il faudrait qu'il y ait plein de luttes pour qu'elles convergent. Mais par contre, il y a une convergence des intérêts des travailleurs. Parce que là, ce qui se passe quand même en ce moment, c'est un mouvement d'attaque contre l'ensemble des travailleurs. Macron, il a voulu faire la démonstration qu'il pouvait faire reculer les cheminots, et en tout cas, pour l'instant, c'est pas fait. Mais sur leurs conditions de vie, de travail, de salaire, etc. Mais que il n'y a pas d'érosion du mouvement, Monique Dabat, malgré tout, on a vu s'attaquer à l'ensemble des travailleurs. Alors sur l'érosion, c'est la tarte à la crème quand même depuis le début de la grève. C'est pendant 2 mois, on nous a dit ça s'effiloche, ça s'effiloche, ça s'effiloche. Maintenant, on nous dit ça se termine, ça se termine, ça se termine. Sauf que la grève elle continue. Elle est toujours là. Sur les chiffres du mois de mai, tout ce qui a été dit et redit, c'est que là, il n'y avait pas d'érosion. Ils ne bougeaient pas ces chiffres-là. Donc la grève elle continue. Il y en a qui espèrent que ça pourra s'arrêter rapidement. Mais si, contrairement à ce qui est dit quand même, c'est sur les voyageurs qu'on en marre, etc. Mais nous, chaque fois qu'on va discuter avec eux dans les gares, alors qu'ils justement ils sont en train d'attendre leur train qu'ils n'ont pas, mais autant au début, évidemment, ils nous disent mais nous ça nous gêne quand même, on est impacté par ça. Ouais. Mais sauf que dès qu'on continue, des Français, des usagers mécontents. Dès qu'on continue quand même, ils sont d'accord sur les raisons de la grève, parce qu'ils savent que eux-mêmes, ils peuvent être les prochains visés par les attaques, parce que ça vise tous les travailleurs, ces attaques-là. Fanny Arabe, cette grève, alors on parlait de cette échéance du 12 juin, il y a les vacances scolaires qui approchent. Est-ce qu'il va y avoir peut-être l'UNSA, la CFDT, les syndicats plus réformistes qui vont proposer une solution de sortie de crise? Écoutez, pour l'instant, nous, on est dans un mouvement unitaire. On attend de voir le texte qui va sortir de la CMP. On est extrêmement attentif, comme j'ai dit tout à l'heure, à quelle formulation, quelle formule sera associée donc, à la table ronde tripartite. À ce moment-là, on fera un peu le bilan des avancées, de où on en est et de quelles seront les intentions du gouvernement sur l'accompagnement de la convention collective et des négociations qui vont se faire ensuite à la SNCF. Et ça, c'est quelque chose pour nous de primordial. Mais dans quelles conditions le dialogue social va pouvoir reprendre après plusieurs semaines de grève? Il est fragilisé, ça va être compliqué? Nous sommes dans une situation délicate parce que vous parliez de 95, en jours cumulés, on a dépassé 95. Mais plus que ça, moi, quand je vois les messages, quand je vois l'état de l'entreprise SNCF aujourd'hui, nous sommes dans une situation sociale particulièrement difficile. Les contestations par rapport à cette réforme, c'est de la tête aux pieds. Pas forcément pour les mêmes sujets, d'autres ça sera plus sur le statut, mais à la tête, on a aussi des gens qui s'intéressent énormément sur justement le pourquoi de cette réforme. Si c'est pas que c'est une réforme qui est faite pour casser effectivement une belle entreprise, mais pas forcément pour la transformer, pour la moderniser. On ne voit pas véritablement quelle est la ligne qui est projetée. Est-ce que ça n'a pas changé de position parce qu'on vous a reçu plusieurs fois sur ce plateau, Fanny Arabe, on avait le sentiment que sur le sens de la réforme, vous étiez plutôt favorable, non? À la fin du statut? Non, mais sur l'esprit de la réforme, Non, bien sûr. Je pense que toutes les OS, organisations syndicales, ont en première tête de chapitre de leur congrès, en mission de congrès, la défense du statut. Ça fait partie des fondamentaux. Parce que quelque chose que j'ai déjà dit par ailleurs, c'est que le statut, c'est pas seulement une somme d'avantages, d'inconvénients. Ça va au-delà. C'est un symbole. C'est un symbole de sens donné au travail, de ce à quoi on appartient. On appartient à une entreprise qui est au service public, qui rend un service public. C'est tout un ensemble, une collectivité. Donc là, on s'attaque non seulement à des avantages ou à ceci ou à cela, on s'attache à une image, à un sens donné au travail, justement. Et c'est là où les choses sont très, très difficiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une entreprise où, effectivement, renouer le dialogue, ça va être très, très difficile.
Frédéric Marchand, on sait que la prochaine étape parlementaire, cette commission mixte paritaire, c'est une réunion entre députés et sénateurs le 11 juin, lundi prochain, ici au Sénat à 14h30. On sait qu'il y a des points de désaccord avec les députés. Alors, est-ce que vous avez bon espoir de trouver un terrain d'entente? J'ai bon espoir. Donc, j'ai échangé moi longuement avec Jean-Baptiste Djebbari, qui est le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Et il y a vraiment une volonté des deux chambres, on l'a entendu de la bouche de Gérard Cornu, une volonté du gouvernement qui a été réaffichée par Elisabeth Borne, qu'on puisse effectivement trouver la meilleure solution pour avoir l'adoption d'un texte qui soit le meilleur possible pour préparer la suite. Première question pour vous, Philippe Mauguin, puisqu'on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a des alternatives au glyphosate notamment. Saveria Rojek en parlait à l'instant. Où en est-on de la recherche justement sur ce point ? Alors, on a été questionné, l'INRA, par le gouvernement au mois de novembre dernier sur l'état des lieux de l'agriculture française et de l'agriculture européenne vis-à-vis du glyphosate. On a rendu ce rapport au mois de novembre, qui a été rendu public, et c'est logique, vu la sensibilité du sujet. Ce que montre le rapport, c'est qu'il existe un certain nombre d'alternatives techniques au glyphosate pour faire le désherbage des cultures. On le dit dans le rapport, c'est les scientifiques qui l'ont écrit, c'est souvent un petit peu plus compliqué, d'où les difficultés dans la discussion avec la profession. Il peut y avoir des modifications de matériel à acquérir, il peut y avoir un temps de travail sur les cultures un peu plus long, mais il y a des alternatives dans 80 à 85% des cas. Et puis, il y a aussi des impasses, c'est ce qu'on a reconnu. Une impasse, c'est quand il n'y a pas d'autre solution que le désherbage à la main. Là, on a considéré qu'il fallait le pointer. Trois grandes situations d'impasse. La première, c'est l'agriculture de conservation des sols, qui est une démarche qui est intéressante puisqu'elle vise à faire le minimum d'intervention sur les sols pour avoir de meilleurs couverts végétaux, une meilleure vie du sol. Et ces agriculteurs qui font ça utilisent un petit peu de glyphosate entre deux couverts. Donc il faut qu'on travaille avec eux pour des alternatives. On a d'autres situations compliquées, les viticulteurs ou les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que l'état de la recherche permet aujourd'hui justement d'interdire et de se passer du glyphosate? On a dit l'état de la recherche qui a été validé par des experts européens dans notre rapport au gouvernement. Le gouvernement et le président de la République lui-même en a tenu compte, puisque dans ses vœux début d'année, le président Macron a dit qu'il fallait tenir compte de l'existence ou non d'alternatives et des impasses. Ce qui nous est demandé, et c'est normal, par le gouvernement, et nos chercheurs sont mobilisés, c'est de trouver des alternatives, y compris sur ces trois grandes catégories d'impasses: viticulture en terrasse, légumes d'industrie qui ont les cahiers des charges très précis, sans mauvaises herbes, et puis la question de l'agriculture de conservation des sols. Moi, je pense que c'est possible d'atteindre des solutions techniques sur ces impasses dans les prochains mois et les 2 prochaines années. Jean Bizet. Écoutez, moi, sur ce sujet, je considère que, nous sommes dans un débat émotionnel, puisque les 12 agences qui ont traité de cette question, seul le CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche contre le cancer qui est relié à l'OMS, dit qu'il y a des preuves limitées de la cancérogenicité du glyphosate, mais les 11 autres disent qu'il n'y en a aucune. Mais nous légiférons sous la pression et l'émotion sociétale. Deuxièmement, je vous rappelle que ce genre de sujet est en compétence partagée avec l'Union européenne. Si bien qu'on peut prendre toutes les décisions que l'on veut au niveau national, alors que nous sommes dans un marché unique, c'est-à-dire liberté de circulation des produits. On trompe ainsi le consommateur qui croit que si c'est interdit dans 3 ans en France, il sera sauvé. C'est faux. On trompe le consommateur et on met l'agriculteur français en distorsion de concurrence. Donc, moi, je souhaite, si vous voulez, qu'on élève un jour le débat et que nous ayons des débats sur des sujets de ce type qui soient basés sur des considérations scientifiques. Est-ce qu'il y a encore débat sur le caractère dangereux, sur la dangerosité du glyphosate, selon vous? Évidemment que non. Moi, j'ai été vice-président dans le métropole en charge de l'environnement. La norme potabilité eau brute de notre prise d'eau de secours était dépassée à cause des AMPA, qui sont les produits de dégradation du glyphosate. Pourquoi on parle autant du glyphosate? C'est que le glyphosate est utilisé massivement. Du coup, on en retrouve partout énormément. Qu'on a aujourd'hui des problèmes d'effondrement de la biodiversité. Avant de parler de santé humaine, parlons d'abord de biodiversité. Qu'on est effectivement sur un modèle à bout de souffle. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la table ronde de ce matin et le travail de l'INRA, je ne sais pas si l'INRA aurait produit le même rapport il y a 20 ans. Je pense qu'il y a une évolution et qu'on voit qu'on est maintenant... Moi, je suis sorti assez optimiste du débat de ce matin. J'en Bizet probablement bien moins. Sur le fait qu'on voit qu'on a une mutation
à faire, qu'il y a derrière à essayer de créer une cohérence. Par exemple, quand on dit 50% de produits de qualité, c'est pas que du bio dans les cantines demain, ça répond un peu à l'objection de Jean Bizet de dire mais finalement, si on demande à nos agriculteurs des changements de méthode, il faut leur garantir aussi. Est-ce qu'ils y sont prêts, ces agriculteurs, donc, Didier Marteau, à ces évolutions? On est quand même dans cette mutation. On est quand même dans cette mutation, mais il ne faut surtout pas, comme Jean Bizet l'a dit, réduire le glyphosate à l'impact sur la santé humaine. C'est d'abord un impact sur la biodiversité. Je trouve que c'est un débat qui est pour moi dommage, parce qu'au départ, le glyphosate, on nous l'a vendu comme étant un des produits les moins toxiques. Il n'était même pas taxé, je rappelle. Hein. Deuxièmement, on nous l'autorisait à utiliser les cours d'eau, pour traiter les cours d'eau. Ensuite, je pense qu'il a été mal utilisé par certains, et pas par les agriculteurs. Moi, j'ai vu des jardiniers du dimanche avec l'arrosoir. Enfin, c'est des non-sens. Des quantités absolument incroyables qui ont été utilisées. Je pense qu'en effet, il n'y a pas eu de restriction. Nous, on demande qu'ils soient encadrés à la limite, et qu'on puisse en avoir une quantité limitée. Aujourd'hui, moi, dans mon département, j'ai fait le calcul, c'est même pas 1 litre à l'hectare, ce qui est, à mon avis... Et c'est vrai qu'il était trop utilisé. Le problème, c'est que si on supprime le glyphosate, comme ça a été dit, pour certaines cultures, comme l'agriculture de conservation, qui ne pourra pas continuer, on revient à du labour, on revient à du désherbage mécanique, c'est-à-dire du fioul, de l'usure, un bilan carbone catastrophique. On va utiliser 2 ou 3 autres molécules, quelquefois, pour arriver au même effet. Donc je ne sais pas si le bilan est bon. Voilà, entre 2 mots, il faut des fois choisir, et c'est peut-être pas la priorité aujourd'hui. Et je trouve qu'on parle beaucoup du glyphosate et peut-être pas assez de l'ensemble des produits phyto. Justement, on va parler aussi d'un autre pesticide, puisque c'est l'actualité aujourd'hui. Il s'agit du chlordécone. Hein. C'est le journal Le Monde qui révèle bien que ce pesticide ultra toxique a été utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe entre 1972 et 1993, et que la quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont aujourd'hui contaminés. Quels enseignements peut-on tirer de ce scandale, selon vous? Je vais dire à mon collègue qui est à ma droite que ce sont les mêmes arguments qu'on nous donnait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, jusqu'aux dérogations qui ont été accordées 3 années supplémentaires, qui ont fait qu'on a encore utilisé, malgré l'interdiction en 90 du chlordécone en Martinique, en Guadeloupe, jusqu'à 93. On nous donnait les mêmes arguments, qu'il n'y avait pas d'alternative, que le produit était allé soupçonner mais pas dangereux. Et puis on se rend compte aujourd'hui qu'on a empoisonné la Martinique et la Guadeloupe. Et ce n'est qu'aujourd'hui que l'on découvre l'étendue des dégâts. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte que ce pesticide va rester présent dans nos sols pendant plusieurs centaines d'années. Et que dans le sang de tout Martiniquais, de tout Guadeloupéen, il y a aujourd'hui des limites parfois extrêmement élevées de chlordécone qui se transmettent de la mère à l'enfant et qui sont aujourd'hui potentiellement accusés de maladies graves, de dysfonctionnement thyroïdien, jusqu'au cancer de la prostate que l'on trouve dans des proportions extrêmement considérables chez nous. La dangerosité supplémentaire d'un produit comme le chlordécone, c'est que la rémanence dans les sols s'évalue en centaines d'années. Je dis bien en centaines d'années. Ce produit a en plus contaminé non seulement les terres, les eaux de rivière. Il est aujourd'hui interdit de pêcher le moindre crustacé, le moindre poisson dans les rivières. Et pire, 2/3 des eaux du littoral marin sont aujourd'hui interdits de pêche, parce que tout ce qui faisait la petite pêche côtière, de certain nombre d'espèces, de coquillages, de certains poissons, de langoustes, etc., eh bien aujourd'hui, ces mêmes pêcheurs sont indemnisés pour arrêter leur activité, ou alors sont obligés d'aller pêcher plus loin. Donc pour moi, principe de précaution à l'extrême, parce que ces arguments, on les a entendus il y a 20 ans, on les a entendus il y a 30 ans, le mot a été et on a prononcé. continué. Appliquer un principe de précaution sur le glyphosate, quand vous entendez ce que nous décrit Catherine Conconne sur le chlordécone. Sur le principe de précaution, il est dans notre Constitution. Donc c'est les acteurs publics et les sénateurs, les députés, le gouvernement qui sont évidemment les premiers à le porter dans les actes. Le rôle de la recherche, c'est effectivement, parce que le principe de précaution, comme on dit souvent, ne doit pas être un principe d'inaction. Le rôle des chercheurs, c'est de trouver des solutions. Donc nous, on trouve des solutions, pas toujours, mais souvent. Heureusement, aujourd'hui, ce qui s'est passé est absolument dramatique, vous l'avez dit, aux Antilles. Aujourd'hui, avec les chercheurs du CIRAD et de l'INRA, on a trouvé des solutions qui permettent aux planteurs de bananes dans les Antilles de protéger leurs bananes. Et paradoxalement, voilà, on a des pièges, on a du biocontrôle, il y a des nouvelles approches et on espère que les bananes des Antilles,
aujourd'hui et demain seront parmi les plus durables au monde. C'est déjà le cas. Donc c'est ça qui est un message d'espoir dans un contexte qui est effectivement dramatique. Donc nous, on est effectivement mobilisés pour trouver des solutions sur le glyphosate. On a des solutions à trouver et comme le disait Didier Marteau, il ne s'agit pas de remplacer une molécule chimique par une autre molécule chimique. Ce qu'on va essayer de trouver comme solution pour l'agriculture de conservation des sols, c'est des techniques qui seront des techniques plus naturelles. Et donc les couverts végétaux, est-ce qu'on peut trouver des couverts végétaux qui occupent le sol et qui vont être détruits mécaniquement sans qu'on ait besoin de labourer, ce que ne veut pas faire l'agriculture de conservation. On a des pistes. C'est ça, j'ai envie d'être un petit peu optimiste quand même dans ce débat. On a des pistes avec les agriculteurs. Et est-ce que ça sera avant 2021, puisque justement Stéphane Travert, le ministre, dit s'il n'y a pas vraiment, en absence d'avancée, on passera par la loi. Nous, mais alors, il y a deux choses différentes dans le débat. Et parfois, ça se mélange un peu. Il y a les impasses pures où on n'a pas de solution. Sur celle-là, on a dit il y en a 3 grandes catégories. On aura des solutions à proposer, je pense, avant l'échéance. Et puis, il y a l'autre partie qui est importante, les 85% d'utilisation. On a dit qu'il y avait des alternatives, mais qui nécessitent de l'accompagnement, de la formation, peut-être de l'aide aux agriculteurs pour qu'ils s'engagent. Et c'est vraiment, il faut jouer sur les deux tableaux. Là où il y a des alternatives techniques, on ne va pas nous demander de trouver des nouvelles solutions. Elles existent, mais il faut aider les agriculteurs à les mettre en œuvre. Didier Marteau l'a dit ce matin. Philippe Mauguin, si vous voulez bien, puisqu'on parlait aussi de cette table ronde. Et puis, il y a les pires impasses sur lesquelles la recherche est mobilisée. Il y a eu aussi également, en tout cas, votre discours. L'audition de Stéphane Travert, c'était cet après-midi. Il a été interpellé par un de vos collègues sénateurs, Laurent Duplon. On l'écoute. On a eu, et vous vous en félicitiez, 72 heures de défouloir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le principe du bien-être animal et des phytosanitaires. Les agriculteurs ont été choqués par les débats qui ont eu lieu dans cette Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur n'achète pas des produits phytosanitaires pour faire plaisir au lobbying d'une firme. Il les achète avec l'argent qu'il transpire tous les jours. Et il les achète parce que tout simplement, il a besoin soit de protéger ses cultures, soit de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait une certaine forme de prévention pour que ces cultures ne soient pas atteintes. Ronan Dantec, ensuite Jean Bizet. Oui, moi l'exemple de la banane me semble le bon exemple. Est-ce qu'on fait de l'agriculture française demain l'incarnation d'une agriculture de qualité, y compris à l'exportation? C'est ce débat-là qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers cette intervention très caricaturale de ce sénateur républicain, le fait d'essayer de retarder... aussi les inquiétudes des agriculteurs, Ronan Dantec. Il est dans son rôle. En permanence, on retarde les échéances et les mutations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les chambres d'agriculture. Je suis quand même un des grands défenseurs contre l'artificialisation des sols. On discute avec les agriculteurs régulièrement de dire, à partir du moment où la mutation est engagée, on ne l'arrêtera pas. C'est quoi les filières? C'est quoi la stratégie pour que ce soit au juste prix? C'est cette discussion qu'on doit avoir au lieu de continuer à dire non, c'est pas dangereux, tout ça est émotionnel. Jean Bizet affaiblit l'agriculture française par ce discours-là. Non, c'est pas non, ça n'est pas émotionnel. Jean Bizet, puisqu'on vous interpelle, est-ce que vous affaiblissez l'agriculture française? Je ne le pense pas. Depuis que je suis dans cette maison, j'ai tout fait pour l'appréhender autrement. Mais je voudrais dire à ma collègue, je dirais des Antilles, on ne peut pas raisonner de la même façon. Le chlordécone, il y a un problème. Et un gros et sérieux problème. C'est pas la même molécule que le glyphosate. Oui, mais... C'est pas du tout la même. Alors, qu'on ait tenu ce discours à une certaine époque. Mais moi, à qui voulez-vous que l'on se réfère, si vous voulez, quand vous avez 12 agences qui travaillent sur le sujet? Or, Didier Marteau, qui est le seul agriculteur présent sur ce plateau, dit que les recommandations, c'est 5 litres à l'hectare. Aujourd'hui, ils sont à 1 litre. Et demain, pour avoir discuté avec les professionnels de la filière, avec des nouvelles technologies d'épandage plus ciblées, on va descendre à un facteur 40. Donc, M. Labelle l'a dit d'une certaine façon, et on l'a eu en débat, c'est moins un problème, je dirais, de molécules. Il y en a des bonnes et il y en a des très mauvaises. Et il y en a peut-être des mauvaises à découvrir. Bien sûr qu'il y en aura. Mais, si vous voulez, c'est un problème de modèle de société. Il faut savoir ce que l'on veut dans un monde qui est particulièrement ouvert. C'est ça le problème. Ouais, Philippe Mauguin. Et sur les aides aussi chez nos voisins européens, est-ce que vous pouvez vous inspirer de certaines pratiques ou certaines recherches qui sont déjà peut-être plus avancées que chez nous? Alors, plusieurs leviers sont mobilisables. On a regardé, sans dire peut-être que l'agriculture biologique, comme le disait le sénateur Labbé, est la solution pour toute l'agriculture française, européenne ou mondiale. C'est intéressant de regarder les leviers que les agriculteurs bio, parfois et souvent avec l'aide de la recherche, ont mobilisés, parce que dans certains cas, on va les reprendre. Deuxième réponse sur l'Europe.
Le sénateur Bizet nous disait ce matin qu'il fallait penser européen. On essaye et on va monter des programmes de recherche européens. Prochaine échéance, un programme franco-allemand sur la sortie des pesticides en recherche. Donc il faut que la recherche européenne ait aussi un élément de réponse qui pourra peut-être réconforter les agriculteurs dans l'idée qu'ils ne seront pas les seuls à faire cette transition, mais que c'est bien un mouvement mondial. Ouais. Didier Marteau. Oui, écoutez, ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que je me bats aujourd'hui, c'est pour trouver des solutions. Ça fait à peu près 20 ans que je me suis engagé sur ce dossier, 10 ans depuis que M. Sarkozy avait décidé de faire le Grenelle, on a engagé un plan qui s'appelle Ecophyto, qui a permis de commencer à avoir des pistes. On n'a pas semé du blé, on a planté des arbres. Les premiers fruits commencent à tomber. 10 ans. Et il ne faut pas se leurrer, il y aura encore un peu de temps, parce qu'il faut convaincre. Il y a un tiers des agriculteurs qui sont déjà bien engagés, un tiers qui se posent des questions. Il faut du temps, mais il y a aussi urgence, puisqu'on voit aussi le gouvernement qui s'est engagé. Mais vous avez des marchés en face. Moi, quand je vends mon blé, ce n'est pas des fruits. Je suis analysé sur les mycotoxines. Je suis analysé. Ou alors, il faut changer les règlements. Là aussi, ça rentre en ligne de cause. Moi, je veux bien, je m'adapte au marché, mais je suis obligé de répondre au marché quand il me faut des protéines, donc il me faut de l'azote. Vous voyez, c'est pas si simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on a mis en place avec la recherche, avec les instituts techniques, où on a décidé de travailler ensemble pour essayer de mettre concrètement en place des solutions. Et les solutions, il y en a de plus en plus. On a trouvé 250 en 5 ans dernièrement. 250 solutions alternatives au phyto. Ça ne semble pas comme ça, c'est un travail de tous les jours. Avec les agriculteurs, on a mis des groupes, 3000 fermes, c'est-à-dire 3000 agriculteurs qui sont engagés dans des groupes, 250 groupes. Et on a à peu près 250 solutions aujourd'hui qui permettent des alternatives au phyto. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a aussi un problème politique, puisqu'on a vu à l'Assemblée nationale, on a dit que les lobbies avaient été à l'œuvre, empêchant justement l'inscription dans la loi de l'interdiction du glyphosate. Moi, je ne veux pas être caricatural au sens où on a un vrai problème à partir du moment de cette mutation de l'agriculture française, et la France est en avance en Europe. Tout le travail qu'on a fait sur les néonicotinoïdes lors de la loi biodiversité au Sénat avec Joël Labbé, ça se retrouve aujourd'hui dans la législation européenne. Ce qu'on a fait quand on a interdit le glyphosate sur les cultures urbaines, où c'était du grand n'importe quoi, avec le jardinier du dimanche. On l'a passé au Sénat, c'est le Sénat qui l'a voté en premier. Donc je crois que la mutation est engagée. La discussion qu'on a à avoir avec le monde agricole, c'est pas de retarder les échéances, histoire de les retarder. C'est un peu le problème de ne pas l'avoir inscrit dans la loi cette fois-ci qui a semé le trouble et la confusion. C'est de dire, à partir de là, effectivement, il y a des distorsions de concurrence. Est-ce que par rapport au CETA, par rapport au Mercosur, tout ça fait sens? Et de discuter sérieusement avec les organisations agricoles, y compris à l'échelle européenne, pour trouver cet équilibre-là. Donc moi, ce que je regrette avec ce qu'a dit Jean Bizet, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on retarde l'échéance, là où il faut sérieusement discuter Jean Bizet du qui a modèle dû s'absenter pour partir en commission. Mais il faut qu'on discute du modèle économique, y compris c'est quoi le libre-échange. À partir du moment, c'est pas les mêmes règles pour tout le monde, mais on n'est peut-être pas si loin. Donc je suis plus optimiste ce matin qu'au soir du vote de la loi alimentation, mais je trouvais qu'on a eu un débat très très intéressant. Puisque vous en parlez de ce débat ce matin, parce qu'il y avait aussi la directrice de l'ANSES qui était interrogée par les sénateurs, et elle s'est exprimée sur la question des néonicotinoïdes. Je vous propose de l'écouter. Nous avons montré que pour plus de 80% des usages, il existe des alternatives qui sont à la fois chimiques et non chimiques. Et nous avons isoler, identifier des usages pour lesquels soit il n'existe aucune alternative, ni chimique ni non chimique, il y en a 6, soit pour lesquels il existe des alternatives chimiques mais une seule substance avec un risque de résistance très élevé, soit des alternatives chimiques plusieurs alternatives chimiques, mais pour lesquelles, qui sont de la même famille, donc même risque de résistance, donc pour lesquelles on est pauvre, très pauvre en alternatives chimiques, et pour lesquelles il n'existe pas de solution agroécologique opérationnelle. Ce que nous disons, c'est qu'aucune méthode n'assure à elle seule une efficacité suffisante pour remplacer les néonicotinoïdes, mais qu'une combinaison de méthodes doit être envisagée dans une approche de lutte intégrée, chimique, non chimique et autre. Catherine Conconne, on voit que c'est pas si facile de trouver des alternatives aussi bien pour le glyphosate que pour aussi les... Oui, c'est pourquoi j'encourage la recherche. Je tire mon chapeau à tous ces chercheurs qui travaillent au quotidien, qui cherchent sous la pression souvent parce qu'il faut aller vite. Le temps d'avant n'est pas le temps d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'aller au CIRAD en Guadeloupe, voir comment on peut développer des espèces qui sont résistantes à la cercosporiose noire qui détruit nos plantations et qui ne peuvent pour l'instant se passer de certains nombres d'antifongiques. Eh bien, il faut pousser la recherche. Et en poussant la recherche, on se rend compte que parfois on fait des prouesses. Sachez aujourd'hui que la
banane qui était très décriée à cause du chlordécone, qui a été pointée du doigt, est aujourd'hui devenue la banane la plus vertueuse du monde, a engagé des processus qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'un consommateur mange une banane de Martinique ou de Guadeloupe, elle mange un fruit qui est 100 fois plus pur que celui que l'on reçoit du Mercosur, etc., de pays andins et compagnie. Donc, il faut absolument pousser la recherche, y aller, parce que derrière, il y a des expériences extrêmement heureuses. Je ne veux pas non plus pointer du doigt les agriculteurs. Vraiment, je vous le dis, monsieur le président, en vous regardant dans les yeux, je ne veux pas pointer les agriculteurs. Je suis à leur côté tous les jours. Je vois leurs difficultés. Et vous imaginez bien que dans un milieu tropical comme le nôtre, qui charrie en permanence toute espèce de maladies, de bestioles, etc., il est très, très difficile de lutter contre un certain nombre de maladies, contre des herbes qui poussent en permanence, avec des graines qui sont charriées par le vent. On est des territoires très, très ventilés qui viennent de loin, y compris d'Afrique du Nord. Donc, il faut pousser la recherche, mais je ne veux pas qu'on stigmatise les agriculteurs, parce que c'est très dur pour eux. C'est vraiment très dur pour eux. Et lorsque dernièrement, par exemple, on a supprimé la Zulox dans la culture de la canne à sucre, ben, j'ai vu des planteurs de canne complètement déroutés, parce qu'une canne enherbée, c'est une canne qui ne produit pas ce qu'il faut en termes de sucre et qui demain ne donne pas de rendement à ses agriculteurs. Donc, les mesures alternatives existent. Il faut que le gouvernement pousse les budgets de recherche pour que vous, les chercheurs, vous ayez les moyens d'aller vite et de Philippe faire Mauguin, bien. est-ce que vous avez suffisamment les moyens justement de mener à bien ces recherches? Sur cette question, on va dire qu'on a un budget national qui est assez fort. Si on se compare, l'INRA est le premier en Europe des organismes de recherche agronomique, le deuxième au monde. Donc on pourrait avoir plus de moyens, évidemment, mais on a quand même une base qui est solide. On travaille avec Frédéric Vidal, ses équipes et le ministre de l'Agriculture à réfléchir à des programmes nouveaux dans le domaine des phytosanitaires, des alternatives phytosanitaires. On va présenter aussi à l'Europe des grands programmes de recherche. La Commission européenne propose d'augmenter le budget de la recherche sur l'agriculture et l'alimentation à un niveau important dans les prochaines années. C'est un bon signal. Donc on se met en position de répondre avec des offres qui soient de recherche et d'innovation très concrètes. Et puis toujours un point important pour nos auditeurs, ça bouge quand même sur le terrain en France. Et même s'il y a des zones de difficulté, on a fait ensemble avec les chambres d'agriculture une évaluation sur les 1000 fermes les plus engagées dans le cadre du programme Ecophyto, et on a pu montrer que les agriculteurs avaient réduit de 30% l'utilisation des pesticides, tout en étant dans la logique concurrentielle, sans perdre de rentabilité ou de productivité. Donc tout l'enjeu, c'est de généraliser ces bonnes pratiques, 2000, 3000, 30 000 et un jour 300 000 agriculteurs. Et donc il y a un enjeu qui va même au-delà de la recherche, sur l'accompagnement, le rôle des chambres d'agriculture, de la formation, des lycées agricoles, et puis des aides dans la prochaine PAC pour accompagner les agriculteurs dans cette transition. Ce qu'on voit, Didier Marteau, l'opinion publique ne comprend pas d'ailleurs le revirement du gouvernement sur cette question du glyphosate. Essayons de ne pas nous limiter au glyphosate, parce que moi je le vois dans un ensemble, vraiment. C'est pas seulement le glyphosate qu'il faut régler, c'est l'ensemble du... Moi, je pense que vraiment l'agriculteur a pris conscience, honnêtement. Il y a 10 ans, j'étais montré du doigt, aujourd'hui, je suis un peu montré un exemple. Donc, c'est des choses importantes. Le discours, il passe. Les gens sont soucieux de trouver des alternatives. Si, croyez-moi, ils pouvaient s'affranchir des phytos, ils le feraient. C'est pas par plaisir que l'on traite. Et en effet, tout à l'heure, on a réduit les doses, parce que moi, j'interviens que de nuit, lorsque les conditions sont idéales, il n'y a pas de vent, il y a la bonne hygrométrie. Vous savez, on a plein de paramètres. On a des modèles aujourd'hui qui nous permettent de ne pas traiter, parce qu'on sait que selon la météo qui va venir... C'est peut-être pas le cas dans toutes les exploitations agricoles. Mais si, parce qu'aujourd'hui, on a mis des bulletins de santé végétale qui rentrent dans toutes les fermes, c'est-à-dire qu'il y a des observations qui sont faites où on donne les bonnes pratiques, on dit de ne pas traiter parce que les seuils de nuisance ne sont pas atteints, c'est-à-dire le risque pour la perte n'est pas atteint. C'est devenu très, très scientifique et l'agriculteur, il en demande. Maintenant, c'est les agriculteurs aussi eux-mêmes qui ont trouvé, c'est-à-dire qu'au côté de l'INRA, c'est une part de solution. Les biocontrôles, c'est une autre. Mais l'agriculteur, dans ses pratiques, selon les cultures qu'il va le faire, l'alternance des cultures, selon les variétés qu'il va utiliser, les techniques. Dans mon département, pour un exemple, ce matin, on n'utilise plus d'insecticide du colza. Et Dieu sait, sur le colza, c'est une fleur et c'était très sensible. On a trouvé des solutions avec, en mettant de la févrole qui est un répulsif et qui apporte de l'azote à la culture, qui va geler l'hiver, donc il va se détruire toute seule.
Des exemples, je vous en ai des centaines. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience. Alors ça va être encore un peu long parce que ça ne va pas arriver tout de suite, mais en tout cas les choses sont prises. Ce qui est difficile, c'est la concurrence. Je termine là-dessus. C'est-à-dire laisser rentrer tous les matins des productions OGM, des productions d'huile de palme, des productions de traitements de phyto qui ne sont même plus utilisés en France, qui sont encore utilisés ailleurs. On le voit sur les fruits et légumes. C'est quand même compliqué parce que derrière, il y a un marché. Marteau, vous disiez qu'il y a une prise de conscience, mais il y a aussi des décisions qui passent mal auprès de l'opinion publique. On parlait de cette interdiction du glyphosate qui tarde à venir, mais il y a aussi la fin du fonds d'indemnisation pour les victimes du pesticide. Ça donnait lieu à une interpellation de votre collègue sénatrice socialiste, Nicole Bonnefoy. C'était tout à l'heure, on l'écoute. Au Sénat, sur l'initiative parlementaire, nous avons examiné une proposition de loi visant à créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytosanitaires, qui a été voté ici au Sénat le 1er février, qui facilite le parcours de reconnaissance des malades, qui est aujourd'hui un parcours du combattant, qui permet la réparation intégrale, réparation qui, si elle a lieu aujourd'hui, n'est que forfaitaire, et qui responsabilise les firmes sur cette situation, puisqu'elles y participent financièrement. Ce fonds d'indemnisation, malheureusement, voulant se traduire par voie d'amendement dans la loi agricole à l'Assemblée nationale, a subi un sort moins glorieux qu'ici au Sénat. Nous n'avons pas voulu ne rien faire lorsque nous n'avons pas adopté l'amendement qui était proposé à l'Assemblée nationale. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est améliorer la prise en charge par l'intermédiaire des régimes qui sont existants. Nous souhaitons travailler sur le tableau des pathologies, des maladies qui sont reconnues pour les agriculteurs. Ça peut être la question des lymphomes. C'est un certain nombre d'autres pathologies qui sont déclinées avec l'utilisation, les méthodes de travail et l'utilisation d'un certain nombre de produits. Vous avez été convaincu par la réponse du ministre Ronan Dantec ? Non, pas vraiment, mais moi je crains que derrière le fait de ne pas mettre l'interdiction à 3 ans avec des dérogations, parce que ça aurait pu être écrit comme ça en disant on interdit à 3 ans et on laisse des dérogations. Comment ça avait été écrit pour les néonicotinoïdes, ce qui était tout à fait faisable. Pourquoi le gouvernement ne le met pas ? Moi je crains que ce soit parce que aujourd'hui, dans la négociation européenne sur la PAC, l'agriculture est moins au cœur des préoccupations de la France, qui est une évolution là. Or, on aura besoin d'un pilier 2 de la PAC, notamment très fort, pour mener à bien cette mutation de l'agriculture française. Et quelque part, moi, ce que je crains, dans la position du gouvernement sur la non-interdiction du glyphosate, c'est que derrière, il n'y ait pas non plus la mobilisation sur les financements qui permettent cette mutation. Je voudrais juste finir sur peut-être que l'agriculture française, qui est en train de muter, peut être un modèle à l'échelle internationale. Je crois que ce point est extrêmement important. Moi, je dialogue beaucoup avec le CIRAD sur l'Afrique, notamment sur l'Afrique tropicale. Le modèle qu'on est en train, difficilement, mais peut-être en train d'expérimenter, il faut demain l'exporter. Et il faut demain que nos marchés ne soient ouverts qu'à ceux qui rentrent dans le cadre de cette agriculture qui préserve la planète. C'est cette discussion qu'on doit avoir. Il y a aussi des lobbies agricoles qui ne sont pas favorables à ça parce qu'ils sont exportateurs de l'agriculture d'hier. On le sait, en France aussi, ça existe. Mais je pense qu'on a là une vraie discussion à avoir de manière apaisée et que ce qui se passe là avec la table ronde de ce matin montre qu'on évolue quand même de manière intéressante. Oui, ce qui peut, pour avoir aussi des signaux au niveau mondial, au-delà de l'Europe, parce qu'il y a l'Europe, mais il n'y a pas que l'Europe. On a eu l'occasion, l'INRA, de signer des accords avec des collègues chinois. Et je le disais ce matin, la Chine, c'est évidemment la très grande puissance économique de demain. C'est le premier investisseur en recherche agronomique au monde depuis quelques années, et on est interrogé par les Chinois sur l'agroécologie, sur les approches de protection des plantes. On a monté avec eux un programme qui est extraordinaire pour les aider à faire du riz dans des rizières sans fongicides, alors qu'ils en utilisent normalement énormément. Et on le fait avec eux sur 10 ans. C'est un très joli programme qui s'appelle le riz éternel, parce qu'on peut protéger, c'est eux qui l'ont appelé comme ça, les Chinois, le riz qui se protège tout seul sans fongicides, juste en mettant plein de variétés de riz différentes qui ont tout un gène de résistance différent aux champignons. Et du coup, le champignon n'arrive pas à se développer dans la rizière, et sans mettre de produits chimiques, on a la bonne protection. Donc ça bouge au niveau mondial, effectivement ça prend du temps,
Et je pense qu'il faut travailler sur des moyens de valoriser l'offre française. Et les agriculteurs qui s'engageront, on l'a dit aux États généraux de l'alimentation, dans des démarches d'agroécologie, réduction de pesticides, il faut trouver des moyens en termes d'étiquetage, de valorisation de labels pour qu'ils puissent vendre mieux leur production dans ce concert international. Catherine Concombre, on arrive au terme de ce débat. On a évoqué ce scandale annoncé sanitaire du chlordécone. Est-ce que vous allez interpeller le gouvernement, saisir les autorités sur ce point ? Ah mais c'est fait depuis longtemps. Si aujourd'hui il y a des plans chlordécone, il y a aujourd'hui des instances qui se réunissent, c'est qu'il y a des élus, des parlementaires, mais également des agriculteurs, la population qui est très mobilisée sur ces questions depuis plusieurs années. Nous voyons régulièrement les ministres concernés, santé, agriculture et outre-mer, qui nous font des comptes rendus et nous on met la pression pour que ça aille vite, pour qu'il y ait des moyens de communication aussi à l'endroit de la population. Vous savez qu'aujourd'hui, le milieu contrôlé est facile à cerner. Il y a des analyses qui sont faites dans les supermarchés, sur les étals de marché, etc. Il y a aujourd'hui des zones géographiques qui commencent à sortir de terre et on commence à savoir là où il y en a et là où il n'y en a pas. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui est circuit informel. C'est-à-dire la petite mamie qui, derrière chez elle, élève 3 poules, qui picore dans le sol, sans savoir que cette terre est polluée au chlordécone, et qui le samedi, pour arrondir ses fins de mois, va vendre sa petite production d'œufs sur le terrain, sur le marché, comme ça, en privé. Et elle ne se rend pas compte que ces poulets sont contaminés et que forcément les œufs deviennent des bombes à chlordécone. Donc il y a toute une information qui passe. On s'est vu encore il y a 15 jours en préfecture, où nous avons demandé aux autorités de changer de braquet en termes de communication, de ne pas faire du tout Internet, parce que tout le monde ne va pas sur Internet, y compris la population âgée. Donc il faut diffuser un maximum, faire du porte-à-porte, aller sensibiliser les gens en live. Il y a un certain nombre d'organismes qui prennent en charge les éleveurs pour leur apprendre les bonnes pratiques. Je pense qu'on est sur la bonne voie, sauf qu'il faut accélérer et densifier le mouvement. Et on organise, l'INRA et l'INSERM, un grand colloque en octobre sur le sujet chlordécone. Donc toutes les données scientifiques seront présentées et mobilisées. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Elle est relative au rapport que 2 de nos collègues députés ont rendu la semaine dernière, rapport d'évaluation de l'action de l'État en Seine-Saint-Denis sur les missions police, justice, éducation. Les conclusions de ce rapport sont édifiantes. Dans ce département qui est le plus pauvre de France, le plus jeune de France, où l'échec scolaire est devenu endémique, département le plus criminogène de France, on devrait avoir des moyens de l'État hors normes. Que dit le rapport? Ah oui, les moyens sont hors normes, mais dans le mauvais sens. Au tribunal de Bobigny, les magistrats n'en peuvent plus. Beaucoup de dossiers sont classés sans suite. Dans nos commissariats, on nous a annoncé que prochainement, 1/3 serait fermé la nuit pour plus d'efficacité, défense de rire. En matière d'éducation, dans nos collèges, on découvre qu'en considérant les heures effectuées devant élèves, le mieux doté des collèges de Seine-Saint-Denis est moins bien doté que le moins bien doté des collèges parisiens. Tout le monde sait cela, Monsieur le ministre. Il y a eu 2700 visites ministérielles en 10 ans en Seine-Saint-Denis, 1 par jour. Qui peut dire qu'il ignore cela? Alors, ça ne date pas d'hier, Monsieur le ministre. Mais la question, qu'est-ce que vous entendez faire pour donner un peu de sens au terme d'égalité républicaine dans ce département? Merci. La parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dallier, vous évoquez effectivement le rapport des députés Cornu-Gentil et Coquindo sur les missions régaliennes de l'État en Seine-Saint-Denis. Puis-je vous dire que je partage votre constat et votre question? Oui, effectivement, nous sommes dans un département qui a beaucoup de problèmes. Lorsque je regarde, 39% de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, 18% du trafic de stupéfiants en France ont lieu en Seine-Saint-Denis. Dans le même temps,
C'est un territoire qui peut avoir du dynamisme. Il faut effectivement pouvoir compter sur les forces positives pour le remettre sur pied. Alors, vous posez la question des moyens de l'État. Je vais vous y répondre. Dans le domaine de l'éducation nationale, le département bénéficiera à la rentrée prochaine de 466 postes supplémentaires pour le seul premier degré et il bénéficiera du dédoublement des classes. Ma collègue garde des Sceaux est également pleinement mobilisée pour améliorer la situation au tribunal de grande instance de Bobigny. Elle s'est engagée à pourvoir l'ensemble des postes de magistrats et de fonctionnaires dès septembre 2018 et a affecté un certain nombre de magistrats en surnombre. Nous connaissons aussi la situation immobilière de ce tribunal et nous allons nous y atteler. Concernant la sécurité, alors que les forces avaient diminué entre 2010 et 2014, elles sont aujourd'hui au plus haut et nous avons choisi un premier quartier de conquête républicaine, mais vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en parler entre nous. Peut-être faut-il, sur la région Île-de-France et en particulier la première couronne, faire un certain nombre de réformes de structure. Monsieur Dallier. Monsieur le ministre, assez de rapports, assez de visites ministérielles, des actes, des actes. Le 22 mai dernier, beaucoup d'élus de Seine-Saint-Denis, mais d'ailleurs en banlieue, se sont sentis méprisés par certains propos du président de la République qui pointait du doigt les élus locaux de banlieue, les renvoyant d'un revers de main comme Jean-Louis Borloo. Mais quand la politique de droit commun n'est pas au niveau, comment voulez-vous que la politique de la ville donne des résultats, monsieur le ministre? Alors nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, nous ne sommes pas là pour être visités, nous voulons effectivement de l'action, nous y avons droit comme partout en France. Merci.